Voilà, je suis ravie de te retrouver pour cette petite conférence, on va dire, atelier. Alors au début, je l'avais mis, tu sais, dans le champ de l'hypersensibilité, puis je m'étais dit, mais en fait, j'ai vraiment envie de te faire découvrir le concept de supersensitivité, on va y venir. Et puis je me suis dit, mais en fait, tu sais quoi? Un des... Une des raisons pour lesquelles je trouve que ce sujet est galvaudé ou mal compris, etc., c'est parce que finalement, il s'agit encore d'un thème plus large qui est pour moi ce que je vais appeler les personnalités atypiques ou mode d'emploi atypique ou diagnostic atypique. Et donc voilà, on va se promener aussi dans ces concepts-là et mon souhait, mon désir, mon intention, c'est que tu ressors de ce petit partage avec plus de clarté pour toi. Parce que mon défi, mon ambition, c'est de pouvoir te donner des éclairages, mais de ne pas retomber dans les étiquettes qui enferment ou qui réduisent, hein. Moi, j'aime bien la phrase qui dit quand tu crois que tu sais, tu arrêtes d'apprendre. Et quand quelqu'un d'autre que toi, même, voire souvent très bien intentionné, va te dire tu es ceci, et puis après tu dis je suis cela, ben voilà, ça peut à la fois être le début d'une nouvelle expansion, mais ça peut aussi être une nouvelle petite boîte avec une nouvelle étiquette dessus qui ne vient pas du tout résoudre tes problèmes. Pardon. Alors pourquoi te parler des modes d'emploi atypiques? Ben, je ne sais pas si tu as remarqué, je pense que tu as remarqué, c'est pas possible que tu n'aies pas remarqué, mais on en parle de plus en plus. Alors, on en parle de plus en plus parce que ça se répand, les concepts, la littérature sur le sujet, des workshops, des ateliers, des coachings, etc. Mais on en parle de plus en plus aussi parce que il y a de plus en plus de cas, tu vois, à tel point que tu te dis, c'est quoi, c'est une mode ou quoi? Ou bien, je sais pas, moi, on attend encore quelques années et puis les atypiques, ce seront ceux qui ne seront pas atypiques, quoi. Enfin, ça change, mais tu verras qu'il y a effectivement un sens à ça. Et j'avoue que je suis quand même déconcertée, pour ne pas dire carrément saoulée parfois, par toute une série de dérives. J'avais vu l'autre jour un petit cartoon sur Facebook, bon, qui était trash, hein, mais qui n'était pas tout à fait non pertinent, qui disait «Non, madame, votre fils n'est pas HP, il est juste chiant». Hein, donc, il y a quand même à un moment donné, ça devient une espèce d'étiquette fourre-tout, et ça dessert tout le monde, parce que le gamin en question n'est pas vraiment reconnu dans sa spécificité ou dans ses besoins, et du coup, on galvaude aussi des termes qui, par ailleurs, bah, ont un certain sens, on va y revenir. Euh, et alors, le côté étiquette, effectivement, c'est ah, mais ma psy m'a dit que je suis hypersensible ou je suis multipotentiel, etc. Et donc rien, en fait. Si tu sors avec, je sais pas, un badge, un t-shirt, une liste des effets secondaires, tu sais, un petit côté fatalité quand c'est pas carrément un côté handicap. Mais surtout, ce que je perçois, ce que je vis, ce que j'entends, c'est énormément de confusion. Et confusion, tu sais, dans le sens à la fois on part un peu de tout, on mélange tout, et il y a, je trouve, un manque d'infos pour distinguer les choses. Il y a beaucoup ouais, de confusion, de mélange. On mélange les genres comme ça, on mélange les concepts et on mélange les niveaux aussi. Tu vois, quand quelqu'un dit ah oui, mais avant j'étais dépendance affective, mais c'est normal, je suis hypersensible. Non, en fait, enfin, pas nécessairement. Ou bien, ah oui, mais moi, je m'écroule pour un rien, etc. Mais c'est normal, je suis hypersensible. Ou bien, on va le voir aussi, des confusions entre haut potentiel et surdoué. Et il y a finalement là-dedans, évidemment, hein, bienvenue chez les humains, énormément de projections, d'interprétations et en fait d'enjeux. Tu sais, quand on parle de l'ego, et je sais pas, l'ego n'est pas mon ennemi. Enfin, moi, je trouve que c'est juste, j'appelle ça le petit humain qui a appris plein de choses, qui est conditionné et qui ignore tout un autre champ. Et il y a beaucoup de jeux d'ego, mais d'ego dans les deux sens, c'est-à-dire que oui, le coup au potentiel où tu as l'impression que tu te la pètes, ou en tout cas c'est les parents ou la mère qui se la pète, mais aussi ce que j'appelle moi l'ego négatif, ça veut dire que beaucoup de gens vont dire ah non, non, mais moi je suis pas au potentiel, moi je suis pas hypersensible, parce qu'ils ont l'impression qui je suis pour penser que je suis différent, etc. Ce qui, c'est le comble du comble, et justement une des caractéristiques de ces modes d'emploi atypiques, on va y revenir, tu vas voir, c'est assez passionnant. Alors, comme souvent, moi, quand je te partage des contenus, j'aime bien essayer un petit peu les organiser, les structurer, mais tu sais, dans le sens organiser tout ce que j'ai envie de te dire en un flux un peu linéaire. Et je suis tombée, une fois de plus, je t'assure que je ne fais pas exprès, sur 7 ingrédients. C'est pas pour rien que 7 est un nombre sacré. Et donc voilà, on va se promener ensemble dans ces 7 ingrédients qui sont à la fois un peu une forme de progressivité ou d'étape, mais qui se mélangent aussi dans la découverte voilà, de qui tu es vraiment. Alors, le premier ingrédient, la première clé, le premier enjeu, c'est la définition.
Mais moi, mon truc, c'est d'essayer de définir dans le sens comprendre ou éclairer, mais pas réduire, tu sais, pas réduire, pas enfermer, pas oh, sinon on te sort d'une boîte pour t'en mettre dans une autre. Et voilà, les phrases qui commencent par tu es ou je suis. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup finalement de projections là-dedans. Et aussi une vision que je te propose plus nuancée, moins carrée, moins dogmatique certainement que ce qu'on peut trouver volontairement ou involontairement dans la littérature, dans les workshops sur le sujet. C'est l'idée, je vais te proposer de considérer tous ces modes d'emploi atypiques, il y a une série d'étiquettes qui circulent, de les considérer plutôt comme des tableaux. Tu sais, en psychologie clinique, on parle de ça. On parle d'un tableau clinique, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de traits, de caractéristiques. Et si tu considères que haut potentiel ou Asperger ou hypersensible ou empathe ou enfant indigo ou machin, c'est une liste de caractéristiques, mais pas un diagnostic, tu pourrais te dire « Oh tiens, c'est intéressant, je me reconnais là, là et là, pas là. » Et puis « Ah, mais attends, mais moi j'ai aussi des points communs avec les troubles de l'attention-concentration. » Et « Ah tiens, mais moi j'ai aussi un trait de… » Et de vraiment le prendre comme des pièces de puzzle, comme des éclairages, tu vois, comme si chaque petit concept était un petit coup de projecteur sur toi et dit « Oh tiens, ça je n'avais pas vu. Oh tiens, c'est vrai que ça fait sens. Ah ouais, il y a un lien entre ça. Intéressant. » Donc pour moi, la seule utilité des définitions, c'est amener plus de compréhension et de clarté et de connaissance de toi pour que ça te serve. Et donc pour moi, tout type d'information qui réduit, enferme, écrase, condamne, étiquette, ça ne m'intéresse pas en fait. Mais tu vois bien que ce n'est pas tant l'info en elle-même, c'est plutôt l'énergie qu'elle porte, la place qu'on va lui donner ou que tu vas lui donner surtout, parce que les autres, c'est juste les autres et c'est toi en fait qui prends ou qui prends pas ou qui accepte certaines étiquettes ou qui t'encombre de certaines choses. Enfin toi, moi, tout le monde. Et donc, moi, pendant tout un temps, pour essayer d'échapper à ce syndrome des étiquettes, des trucs enfermants et des hyper-trucs et des 10 machins, j'avais 2 stratégies que je combinais. Soit j'utilisais aucune étiquette, ou en tout cas, je nommais les choses d'un point de vue plutôt innocent, en petite parabole, comme ça, je vais t'en parler dans 2 secondes. Soit j'utilisais toutes les étiquettes. Et si tu as déjà suivi des workshops avec moi ou des accompagnements, tu vas m'entendre utiliser tous ces mots, en fait, hypersensible, empathique, sensitif, HP, potentiel, multipotentiel, slasher, cerveau au feu d'artifice, etc. Parce que c'était une stratégie de ma part en me disant, si je les utilise toutes dans un groupe de 15, 20, 30 personnes, il y a des chances que que tout le monde se reconnaisse ou s'accroche à un morceau sans se sentir obligé de prendre le full package. Et ma petite astuce plutôt métaphorique, c'était petite histoire, parce que j'adore les métaphores et j'aime bien les histoires. C'était l'histoire du rond au pays des carrés. Okay, et c'est l'idée qu'il y a un petit rond qui débarque sur la planète, bonjour, et il se rend compte qu'il y a des tribus de carrés, en fait, et qui veut être intégré, il dit, est-ce que je peux jouer avec vous? Et c'est un petit peu toisé, et il se dit, ok, apparemment j'ai un truc qui cloche, et comme il est intelligent, le petit rond, il compare et dit, j'ai pas de côté plat, j'ai pas de coin. Ce n'est pas un problème, je vais essayer très fort de me faire des carrés ou des coins ou des côtés. Et l'autre histoire, c'est plutôt celle-là qui circule plus dans mes groupes, c'est le poisson rouge au pays des écureuils. Ça vient d'où ce truc qui dit fume la moquette? Non, ça vient de la citation qu'on attribue à Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si tu juges un poisson rouge à sa capacité à grimper aux arbres, il pensera toute sa vie qu'il est nul. » Eh bien, on pourrait dire que toi, moi et plein d'autres, on est des poissons au pays des écureuils. Et qu'on a une école d'écureuils, un mode du travail écureuil, des grilles d'analyse écureuil, des normes écureuil, voilà. Et que du coup, si effectivement, tant qu'on se juge, on se mesure, on s'évalue avec les critères des écureuils, c'est rarement en notre faveur. Hein, je ne sais pas si tu as remarqué. Et quand tu commences à jouer, voilà, le poisson n'est pas meilleur qu'un écureuil, il est juste différent. Et si tu te dis, ok, c'est bizarre, je suis mal dans ma peau, j'en ai parlé aussi dans les contenus sur la confiance en soi, oui, je ne me sens pas à ma place, je n'arrive pas à prendre ma place. Et puis tu te dis, mais en fait, tu es un poisson, tu es dans la forêt. Mais chouchou, ce n'est pas ton biotope en fait. Donc le problème, ce n'est pas que toi, tu dois trouver ta place, c'est qu'il y a des places, il y a des environnements, il y a des
des pièces de théâtre, il y a des menus qui te plaisent plus que d'autres, en fait, qui te conviennent, tu vois. Et quand tu me dis, ouais, j'aime pas la glace à la fraise et c'est un problème, pourquoi? Bah, parce que tout le monde aime la glace à la fraise et moi que j'aime pas, bah, c'est une question de goût, quoi. C'est une question de préférence. Quand tu aimes plutôt les chaussures plates à bride ou les talons hauts, c'est de nouveau une question de préférence, de besoin, de mode d'emploi. En tout cas, c'est vers ça que je t'emmène. Alors après avoir utilisé comme ça ces petites histoires de poisson rouge au pied des écureuils ou de rond au pied des carrés ou de toutes les étiquettes, il y a vraiment pour moi une dénomination. Voilà, on est dans un monde où le langage est présent et utile. Je ne sais pas si tu le sais, moi je suis même linguiste de formation, psycholinguiste, donc c'est vraiment un domaine qui me passionne. Et que nommer, c'est pratique en fait. Donc nommer en cherchant à être le plus clarifiant possible et le moins enfermant possible. Et moi, le mot qui pour moi ressemble le plus, reflète le plus notre mode d'emploi atypique, c'est super sensitif. Donc c'est pas hyper, c'est super, et c'est pas sensible, c'est sensitif. Mais je vais te détailler ça un petit peu plus loin. Et donc, je trouve que ce mot a plus de sens, donc il dit plus, il est plus en cohérence avec ce qu'il recouvre, et puis il ne contient pas cette espèce de vibes de fatalité, voire de handicap, qu'on trouve quand même très souvent aussi, enfin de handicap ou d'exception, hein, parce qu'on va voir que finalement l'ego qui va se dire ok, je suis surdoué, non pas du tout, ou bien au contraire, moi je suis handicapé de la sensibilité parce que je suis trop ceci. Dans les deux cas, c'est pas intéressant en fait. Alors, j'ai un peu traversé, moi, les étiquettes que j'entends souvent. À mon avis, il y en a plusieurs, si pas la totalité, qui te sont aussi familières. Et alors, il y a une première série qui viennent plutôt du champ psy, ok, et qui ignorent, c'est-à-dire ignorent, ils ne savent pas que ça existe, et donc ils n'en tiennent pas compte. Ils ignorent tout ce qui est champ énergétique, vibratoire, etc. Ok, donc, on reste vraiment dans oui, la psycho, on va dire, psychocognitive. Et donc, on parle, par exemple, d'hypersensible. Okay, ben, moi, ce que je ressens quand je lis ou quand j'entends ou quand je perçois un peu ce qui circule sur ces sujets-là, il y a vraiment une notion de fragilité, de vulnérabilité. Il y a vraiment une notion de fatalité, de handicap. Enfin, je veux dire, c'est comme si on était annoncé que tu étais daltonien ou allergique au gluten, quoi. Et encore, le gluten est un mauvais exemple. Allergique au pollen de bouleau. Okay, et en plus, il y a une énorme confusion que j'entends vraiment beaucoup, qui est, on confond l'hypersensibilité avec l'hyperémotivité. Émotivité, c'est il se passe quelque chose, ça m'active très fort, je ne suis pas du tout en état de maîtriser, de choisir mes réactions, et je suis fort dans l'excès. Ça veut dire que je vais pleurer, je vais m'écrouler ou je vais péter un câble, et je suis submergée, je suis envahie par mes émotions dans toute une série de situations. La bonne nouvelle, c'est que donc ce n'est pas la même chose. On peut être hypersensible ou super sensitif sans être hyper émotif. Ça se soigne en fait, ça. Ça, c'est un truc embarqué. C'est un truc un peu traumatique. Alors que la supersensitivité, on va le voir, c'est un mode d'emploi en fait. C'est un câblage, quoi. C'est un poisson plutôt qu'un écureuil. Alors, on a aussi les HP, les hauts potentiels. Alors, je trouve ce mot super mal choisi. Je trouve que la plupart des problèmes qui entourent la méconnaissance, les malentendus, les projections sur le haut potentiel sont contenus dans le mot, quoi. Tu vois, genre déjà, alors on a trouvé maintenant un mot plus soft, c'est multipotentiel. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a plus facile à dire, ah, peut-être que je suis multipotentiel. Autant haut potentiel, ah non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. On confond beaucoup avec la surdouance. Or, un enfant surdoué, un enfant HP, ou un enfant, je dis un enfant parce que c'est souvent à cet âge-là qu'on les diagnostique, mais un être humain HP surdoué ou précoce, c'est pas la même chose. Okay, précoce, c'est j'ai les capacités qui ne sont pas anormales, mais je les ai beaucoup trop tôt. Donc, elles sont normales pour mon âge. La surdouance, c'est effectivement j'ai des capacités, souvent on est plutôt dans l'intellectuel, qui sont supérieures à la moyenne. Et je ne dis pas que ces traits-là ne se retrouvent pas chez les HP, mais pour moi, les HP, c'est un autre mode d'emploi, c'est un autre fonctionnement cognitif, émotionnel et sensitif, sensoriel, on va dire ça. Okay, et alors, il y a un truc aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu dis, d'abord, généralement, quand on est au potentiel, on ne le dit pas. Voilà, ce sont les autres qui disent. Enfin, il y a une certaine partie des gens qui ont besoin de le dire, ou d'être membre de la sauce machin, ou du club des trucs. Mais généralement, quand on te dit, quand on te parle de haut potentiel, souvent il y a la question de comment tu le sais, tu as fait un test. C'est juste si on ne doit pas montrer son. C'est pas le pass sanitaire, là, tu sais, c'est le QR code pour dire oh, mais j'ai un mot de mon psychiatre, tu vois. Alors que quand tu dis oui, mais je veux un coaching, etc., et en fait, ben, je crois que j'ai quand même une info, c'est que en fait, je suis hypersensible. Tu as déjà entendu quelqu'un te demander une preuve de ça? Ah bon, tu as une preuve? Tu t'es fait tester? T'entends, il y a plein de projections en fait. Ça veut dire que
ces deux termes n'activent pas du tout la même chose. Okay, et généralement, lorsqu'on va prononcer le mot de haut potentiel, et de nouveau, je trouve que c'est vraiment contenu, les dégâts sont contenus un peu dans le mot, c'est qu'on va se dire « Ah, t'es mieux que les autres, t'es au-dessus des autres ». Et assez ironiquement, une des caractéristiques des modes d'emploi atypiques des supersensitifs, mais je t'assure que si tu fais la descriptive de la supersensitivité et de l'haut potentiel, ça se recouvre à 90%. Hein. Donc, de nouveau, c'est des traits dans des tableaux, mais tu coches plein de cases. Une des premières caractéristiques, c'est que tu refuses le diagnostic de haut potentiel. Et moi, dans mon cabinet de coaching, avant, quand quelqu'un me disait ça, je me disais, OK, validation 1. Donc ça peut être un peu ironique, mais c'est une question d'ego, okay, et de sous-ego dans ce cas-ci, puisque c'est, on va le voir, comme quand on est super sensitif, on a des blessures d'estime de soi, de rejet, de ne pas être normal, de ne pas être comme il faut, d'être un écureuil mal foutu parce qu'on a des écailles et qu'on nage dans l'eau et qu'on préfère l'eau que les arbres, eh bien, ça va résonner effectivement comme une espèce de blessure, en fait. Alors, un autre mot qu'on utilise aussi, et là, on est déjà à la frontière entre la psycho, le développement personnel, etc., et le côté plus énergétique du Age, etc., c'est les empathes. Alors, c'est un terme que les anglo-saxons utilisent beaucoup. Donc, ils l'utilisent souvent en équivalence de ce que nous, on va appeler hypersensible, en fait. Et donc, les empathes, c'est, tu sais, tu sens beaucoup de choses, très tourné vers les autres, etc. Et là aussi, les confusions les plus courantes que moi, je rencontre, c'est la confusion entre empathe, et tu peux mettre hypersensible à la place, franchement, ça le fait aussi, confusion avec sauveur, ok, trop bon, trop con, et avec éponge émotionnelle et énergétique. Et là aussi, j'ai une super bonne nouvelle, c'est qu'on peut être super sensitif et ne plus faire l'éponge. Trop cool, on va en parler. Alors, si on passe dans le champ plutôt, je veux dire, New Age, ésotérique, spirituel, on a aussi une petite typologie et qui, en fait, hein, si tu creuses un petit peu, les tableaux sont assez similaires, en fait. C'est juste qu'on donne d'autres mots. Alors, j'ai dit, les empathes, effectivement, on en parle aussi beaucoup, avec le côté éponge émotionnelle. Moi, j'appelais ça l'effet Swiffer. Tu sais, le Swiffer, il passe et il ramasse tout. Eh bien, si effectivement tu ne soignes pas ton intégrité vibratoire et que tu as voilà, des blessures et des traumas, des choses comme ça, on en parlera un peu plus loin, bah, tu vas faire le Swiffer. Ça veut dire que partout où tu passes, ou la microfibre, tu sais, la microfibre qui a un pouvoir d'absorption de je ne sais plus combien de fois son poids là, et qui du coup prend ce qu'il y a dans l'environnement, mais nettoie aussi. Ok, donc oui, c'est sympa quand on le fait exprès, quoi. Mais on est d'accord que jouer les éponges à l'insu de notre plein gré, c'est quand même pas très fun. Et c'est surtout très fatigant. Alors, au niveau de l'ésotérique spirituel énergétique, tu vas entendre des termes comme enfant cristal, enfant indigo, enfant arc-en-ciel. Alors, c'est marrant parce que c'est chronologique. C'est-à-dire que tu vas trouver des typologies, Google, où, en fait, selon ta date de naissance, tu portes un nom. Tu sais, il y a eu des modèles, quoi. C'est comme iPhone 9, 10, 11, je ne sais pas. Il y a eu des éditions, ça, des versions 2.0, 3.0, 4.0. Non. Je blague. Mais voilà, ce sont juste, de nouveau, tu vas voir, et les puristes vont te dire « Ah non, cristal et indigo, c'est pas la même chose, arc-en-ciel, c'est plus ceci. » Oui, ok, pas de souci. C'est un peu comme, c'est l'équivalent de la discussion chez les chamans. Les chamans ne parlent pas beaucoup de ça, mais disons les guides spirituels, les channels, etc. C'est l'équivalent de la popote à la cafétéria des psys qui disent « Oui, mais hypersensible, potentiel quand même, il y a des points communs, mais c'est pas la même chose. » Ok, on va dire que c'était un petit peu des querelles de clocher aussi. Alors là aussi, on va dire que c'est un peu plus sympa. Je trouve qu'il n'y a pas le côté, tu sais, handicap, fatalité, etc. Mais par contre, ça ne résout pas le côté de élu, quoi. Tu vois, genre, t'es exceptionnel, mais donc, ça va très vite activer chez toi ou chez d'autres le côté de pour qui tu te prends, quoi. Qui es-tu pour penser que tu as une mission ici, etc. Donc, ça vient activer de nouveau des blessures d'ego. Soit d'ego, tu as tellement peur de l'orgueil que du coup, tu t'écrabouilles. Hein. C'est pas très efficace, mais on a tous fait ça, ou on fait tous ça. Et moi, j'aime bien le mot de starseed. Alors, starseed, littéralement, ça veut dire graine d'étoile, mais graine semence, comme ça, tu vois. Et en fait, personnellement, je trouve que c'est ce mot-là qui se rapproche le plus de super sensitif. Parce qu'il y a une notion effectivement de lien avec les étoiles, de mission, de choses de plus grand, etc. Mais c'est vachement intimidant hein, comme mot. Et puis, tu dois déjà avoir fait une sacrée exploration pour... dire, moi, si je débarque dans un cercle de psy ou de psychiatres spécialisés dans le haut potentiel et que je viens leur parler des étoiles et de la mission d'âme, de la réincarnation, je me fais sortir, quoi. D'accord.
Alors, d'autres remarques complémentaires aussi par rapport à toutes ces typologies, par rapport un petit peu aux mythes et aux malentendus qui circulent, c'est aussi, il y a une association, effectivement, entre le mode d'emploi atypique de type supersensitivité et, donc, qui recouvre un peu tous les typologies que je t'ai déclinées là, et la manipulation. Donc, on est effectivement des cibles assez idéales pour un certain type de situation de manipulation. Et c'est entre autres parce qu'on a, c'est notre atout et notre difficulté, on doute beaucoup en fait. On doute, c'est-à-dire à la fois on doute de nous, on va dire, soucis d'estime de soi, blessures, de rejet, etc. Mais aussi parce qu'on questionne tout. Ça veut dire qu'on a une obsession par rapport au sens et à la logique des choses, et que quand quelque chose ne fait pas sens, on cherche le sens. Or, une des bases des mécaniques manipulatoires, c'est d'être dans l'incohérence. Un jour on dit oui, un jour on dit non, un jour tu fais bien, un jour tu fais pas bien, et ça te perd en fait. Et comme on a un cerveau en feu d'artifice, je vais le dire dans quelques minutes, qui traite beaucoup d'infos, t'imagines qu'une machine qui tourne aussi vite et dans tous les sens et qui commence à broyer, à moudre des grains de non-sens, on devient dingue en fait. Et donc on perd son énergie. C'est pas le but de la conférence ici, la manipulation, mais il y a beaucoup de trucs aussi intéressants à dire. Et alors l'autre chose aussi, mais c'est pas sans lien en fait, c'est aussi la notion de dépendance affective. J'ai déjà lu très souvent des gens qui me disaient « Ah oui, mais moi j'ai souffert de dépendance affective, mais c'est parce que je suis hypersensible. Ou parce que j'étais hypersensible, mais que je ne le suis plus. » Ok, et c'est là que tu te dis, ok, on confond beaucoup de choses, quoi. On confond un mode d'emploi avec un état, avec une vulnérabilité, avec des blessures, avec des quêtes, avec des choses comme ça. Alors, moi, c'est vrai que quand j'utilise le terme super sensitif, version résumée, ok, ben, en fait, on sent plus fort, avec plus de canaux sensoriels, et tout le temps. On se demande pourquoi on est un peu fatigué. Alors, il y a un lien avec un concept qu'on appelle l'hyperesthésie. C'est le fait d'avoir un ou plusieurs des 5 sens, parce que les psys, ils n'en connaissent que 5, nous, on en connaît 6, 7, 8, etc. Mais, et ça veut dire d'avoir un ou plusieurs sens très développés. Par exemple, le fait de sentir beaucoup plus les odeurs ou d'avoir une oreille très particulière. Et on a aussi la synesthésie. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont alors avoir des caractéristiques. De nouveau, je te dis, c'est un tableau. Tu peux cocher certaines cases, mais pas toutes. Il y en a qui poussent ça jusqu'à la synesthésie. Ça veut dire que, par exemple, ils entendent en couleur ou bien ils voient en son. Okay, comme des mélanges, des fusions, comme ça, une désegmentation des sens. Moi, c'est vrai que mon chéri, mes enfants, ils me charrient en parlant de mon odorat bionique ou de mon ouïe bionique, en référence à un feuilleton des années du XXe siècle. Voilà, pour dire, parce que je suis dérangée par des odeurs que personne ne sent ou par des bruits que personne n'entend. À mon avis, ça te parle, ça. Donc, on sent plus fort, plus de canaux tout le temps, et on traite toutes ces informations, parce que ce sont des informations, ok, super sensitifs. Je capte des informations, en fait, d'une manière différente, mais globalement plus intense que les normaux pensants, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas trop, les écureuils, on va dire ça. Et en plus, on traite toutes ces informations, à la fois qui nous viennent de l'extérieur, mais beaucoup de ces informations viennent de l'intérieur, parce qu'il y a d'autres canaux de perception, mais aussi parce qu'on traite et on retraite et on a un univers ou plusieurs univers à l'intérieur de nous par rapport à notre propre flux de pensée. Disons qu'on est plusieurs dans notre tête. Une de mes clientes qui disait qu'elle avait un bus de péruvien dans son cerveau. Tu sais, le bus où tu as les poules, le gars sur le toit, les voyages, ça, je trouve ça assez illustrateur. Et en plus, on traite ces informations plus vite, tout le temps et différemment. Et la grande caractéristique pour moi des supersensitifs, c'est on ne peut pas ne pas. Donc, quand quelqu'un te dit, si moi je te dis, après, je suis dérangée par la conversation des deux madames qui sont au fond de la salle de resto, là, tout au bout, et on pourrait me dire, fais pas attention. Eh bien, je ne peux pas. Et moi, l'analogie que j'ai trouvée pour essayer d'expliquer ça à mes amis, c'est, imagine qu'il y a une odeur désagréable dans le resto, et que je te dirais, t'as qu'à pas la sentir, et tu me dirais, je ne sais pas. Eh bien, moi, c'est la même chose pour tout le reste, pour tous les autres canaux sensoriels. Je ne peux pas ne pas. Et voilà, dans mon chemin par rapport à la supersensitivité, et ce que je partage aussi et que j'enseigne dans mes workshops sur le sujet, c'est plutôt que d'essayer de lutter, de faire moins, etc., c'est embrasser ça. Et quand tu embrasses tes caractéristiques de supersensitif, tu commences à pouvoir les manager, quoi. Effectivement, tu commences à d'abord choisir les endroits où tu vas, les circonstances, soigner ton intégrité vibratoire. Enfin, on va en reparler un peu plus loin par rapport à toutes ces ressources et cette espèce d'hygiène de vie qui est un peu différente des écureuils. Mais donc, on a un autre fonctionnement, on a un autre mode d'emploi, à la fois au niveau cognitif, donc savoir, connaissance, imagination, pensée, raisonnement, logique, etc., au niveau émotionnel,
et au niveau sensoriel. Et donc, ça veut dire que ça se décline aussi au niveau mental et au niveau relationnel, évidemment, puisqu'on a un rapport au monde extérieur, qui est aussi très, très différent. On a aussi d'autres besoins. En fait, autre mode d'emploi égale autre besoin. Okay, c'est comme si tu dirais les extravertis et les introvertis. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'ils ont d'autres besoins. Ils se chargent en énergie différemment, ils réfléchissent différemment, ils ont un mode relationnel différemment, ils ont un emploi du temps idéal différent. Donc, c'est juste différent. Donc, on a à la fois d'autres besoins parce qu'on a une autre sensibilité. Et donc, c'est comme si tu dis, si tu es frileuse, eh bien, tu as un autre pyjama que quelqu'un qui n'est pas frileuse. Okay, tu t'équipes, en fait. Tu gères ton quotidien, tu gères ton rapport au lieu, au temps, voilà, à la nourriture, etc., différemment, parce qu'on a une autre sensibilité. On a aussi d'autres carburants, en fait. Ça veut dire qu'il y a des carburants qui nous sont indispensables, alors qu'ils ne sont pas nécessairement indispensables aux autres. Et il y a des carburants qui ne nous intéressent pas, alors qu'ils sont indispensables, ou en tout cas considérés comme tels par les autres. Et par exemple, nous, on a besoin de se nourrir d'harmonie, au sens esthétique et relationnel aussi. On adore la découverte, on est toujours en mouvement, on déguste comme ça, on est comme un peu boulimique de plein de choses. On a aussi un autre mode de relation, une notion d'intégrité, de justice, par exemple. On peut être super radical par rapport à toute une série de choses. Mais radical, ça veut dire racine ou essentiel, okay, même si ça peut paraître un petit peu disruptif ou inadéquat. Et on a aussi besoin d'autres ressourcements, en fait. Donc, pour se reposer, pour se ressourcer, pour se resetter, il y a aussi des ingrédients dont on a besoin qui ne sont pas nécessairement nécessaires ou perçus comme tels par d'autres. Et il y a donc un sens à tout ça. Alors voilà, ici, on est dans un petit format, je ne vais pas pouvoir te donner tous les détails, j'en parle dans les séminaires, sur les ateliers sur la supersensitivité, mais en fait, on a un sens parce qu'on pourrait dire que il y a une nouvelle terre en élaboration, en émergence, une nouvelle conscience, et on va dire qu'il y a des nouveaux humains pour la nouvelle terre. Et j'avais même une de mes amies qui était responsable d'une association d'adultes à HP, j'ai participé à un colloque pour elle, et qui me disait, mais en fait, au potentiel, le mot qui est chouette, c'est potentiel. Ça veut dire que finalement, ce sont des personnes qui utilisent des parties de leur cerveau ou qui utilisent leur cerveau d'une manière différente, mais qu'on va tous vers ça. Tu vois, on peut dire que c'est des prototypes, ou je sais pas moi, c'est les premiers, le nouveau modèle, un truc comme ça. C'est pas mieux, c'est juste vers là qu'on va, en fait. Ça, j'aimais bien cette idée-là. Et donc, oui, il y a effectivement une notion d'apporteur de lumière, de mission. Je vais y revenir aussi par rapport dans le 7e point. Mais donc, il y a tout un processus de découverte. Ça, c'est mon deuxième ingrédient. Le premier ingrédient, c'était de définir pour comprendre, mais sans éclairer, sans s'enfermer. Et j'aime bien découvrir, j'aime bien couper ce mot en deux. Tu vois, découvrir, c'est-à-dire retirer ce qui recouvre. Et donc, il y a à la fois une notion d'exploration et une notion de mettre en lumière, mettre au monde. Franchement, ça ressemble à un processus de coming out. Au début, tu ne sais pas. Puis tu commences à te douter, mais tu crois que c'est un problème. Et puis tu commences à te dire, peut-être que tu commences à en parler à des initiés, à des très proches, tu vois, entre nous, entre bizarres, entre extraterrestres. Et puis à un moment donné, ça se normalise et c'est pas que tu le cries sur tous les toits, c'est que tu sais que c'est toi et que c'est bon, on peut passer à autre chose et que tu es ça, tu vis ça, tu incarnes ça, tu rayonnes ça. Ça, c'est pour moi le chemin, effectivement, d'expansion. Et donc l'intérêt de tout ingrédient de ta découverte, et y compris lire des livres sur le haut potentiel, sur l'hypersensibilité, les sphères coachées, faire des workshops, etc., c'est récolter des éclairages. Et donc, quand tu entends quelque chose, moi, je te conseille, je te recommande vraiment, et dans ce sujet-là, comme dans tous les autres, prends ce qui te parle et laisse le reste. Okay, personne ne sait mieux que toi qui tu es. Bon, déjà, toi, tu n'es pas tout à fait au courant, on est d'accord, c'est un processus. Et donc, il n'y a pas de vérité toute faite, sinon c'est juste une étiquette pour remplacer une autre. Donc, vraiment... Voilà, c'est comme au buffet, quoi. Tu n'aimes pas la charcuterie, tu passes le rayon charcuterie, tu vas au rayon fruits de mer et inversement, enfin, tu fais comme tu le sens. La troisième ingrédient, clé, étape, parce que tout ça se mélange un peu, c'est déposer. Parce que, on ne va pas se mentir, même si à un moment donné, tu découvres des clés du genre, ah, ok, donc si j'ai pas de côté tout plat et de coin, c'est peut-être parce que je suis un rond, en fait, au pays des carrés. Ah, d'accord, il y a plusieurs sortes de gens, et c'est différent, et c'est ok. Il y a une espèce de révélation comme ça qui peut arriver en une fois, en plusieurs fois, très tôt, très tard. Le nombre de personnes à qui ça arrive parce qu'ils vont diagnostiquer leurs enfants. Voilà, moi, c'est arrivé par un ami qui m'a un jour mis un livre entre les mains, et je me suis dit, oh purée, ça fait sens. Je perds du purée, en fait, je crois que j'ai même dit, oh putain. Oh putain, ah oui, d'accord, il y a plein de choses qui s'expliquent en fait. Et je n'ai pas pris tout ce qu'il y a dans le bouquin parce qu'à un moment donné, je me sentais presque anormale de ne pas être déprimée. Enfin,
est-ce qu'on peut être HP et pas dépressif? C'est permis? Voilà, un petit fil de boutade, c'était le livre de Jeanne Siode Fachin, qui est par ailleurs tout à fait chouette, trop intelligent pour être heureux, mais que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, et voilà, qui m'a apporté des éclairages intéressants, moi, à ce moment-là. Mais l'idée, c'est pas s'arrêter à ça. Je ne décrète pas « je suis » en te mettant un badge ou un t-shirt, mais c'est ça explique des choses sur mon passé, ça explique des choses sur qui je suis, je vais continuer à explorer et à mieux comprendre. Alors, dans les trucs à déposer, il y a pas mal de souffrances, en fait. Bon, déjà, on va dire que les êtres humains ont de quoi faire en termes d'épreuves, de traumas, etc., tous les êtres humains. Mais on va dire qu'on se prend parfois une couche en plus que les êtres humains de base, de rejet, de jugement et de solitude, parce que comme on se considère comme pas normal, et qu'on cherche effectivement à être normal, ben voilà, il y a toute une quête, un épuisement, le complexe de l'imposteur, les doutes, la souffrance de ne pas être rencontré, de ne pas être compris aussi, d'être pris pour quelqu'un d'autre. Enfin, les gens te balancent des trucs, tu sens bien que c'est pas juste, mais tu ne sais pas quoi répondre en fait, parce que souvent en plus, on essaye de s'adapter tellement au mode d'emploi des écureuils qu'on essaye de négocier en termes d'écureuil, et en essayant d'expliquer que mais si, je ne suis pas complètement bordélique, regarde, en fait, il y a du sens à ce que je fais, mais c'est difficile à expliquer à des gens qui parlent une autre langue que nous, on va dire. Beaucoup de croyances et de malentendus, évidemment, aussi, qui sont à la fois à l'origine de ces traumas et de ces souffrances, mais qui sont aussi la conséquence de ça, c'est qu'on embarque une énorme liste qui contient beaucoup de trop quelque chose et quelque pas assez quelque chose aussi, parce que les caractéristiques de poisson rouge sont vues comme des défauts d'écureuil. Ok, tu changes ton avis, tu sais pas ce que tu veux, t'es pas structuré, je sais pas moi, t'es hyper t'es hypersensible, trop sensible. Voilà, la liste, je vais te la répéter, je suis sûre que tu la connais. On manque de structure, de constance, de discipline, de recul, de maîtrise, blablabla. Et le chemin, effectivement, quand on dépose ça et qu'on découvre qu'en fait, ok, je suis pas linéaire, je m'ennuie très vite. Je suis très vite à mon bout des choses. J'ai besoin de diversité, sinon je m'ennuie. J'ai toujours envie d'apprendre des nouvelles choses. Je capte plein d'informations, en fait, et j'ai le choix de la manière dont je vais les traiter. Ah, t'entends? En fait, je suis en train d'écrire exactement la même chose qu'il y a 2 minutes. C'est juste que c'est plus alors un jugement, c'est une description. Avant, c'était mon Dieu, tu as un problème, tu n'aimes pas la glace aux fraises. Et après, c'est note pour plus tard, je n'aime pas la glace aux fraises. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi beaucoup de quêtes, j'appelle ça des quêtes de réparation. Parce qu'on peut très très longtemps, ça me parle ça, continuer, alors de moins en moins, mais quand même, à en fait toujours poursuivre un truc de reconnaissance, genre je vais leur prouver que je suis différent, mais que je suis douée, etc. Et d'une certaine manière, tant qu'on nourrit cette quête d'avoir des trucs à prouver à des écureuils d'avant-hier, c'est aussi quelque chose qui pèse et qui fausse beaucoup de nos choix, qui nous épuise. Alors, la quatrième ingrédient, clé, étape, c'est apprivoiser. Parce que, en fait, ok, donc je suis un peu atypique, je découvre des bribes d'explications dans des bouquins, du coaching, etc. Mais on ne te fournit pas un petit cahier, tu sais, comme quand tu achètes ton téléphone et que tu as un petit mode d'emploi, là, tu vois, avec fonctionner, etc. Non, 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 c'est surprise, c'est découvre, c'est découvre en avançant, c'est hyper empirique comme processus, même si, je le répète, je trouve que les coachings, la littérature, les workshops, etc., ça te marche un peu le travail parce que ça vient te donner une liste et tu peux te dire « Ah, tiens, effectivement, ça je me reconnais, ça je me reconnais, ça je me reconnais. » Et c'est clair que ça étoffe ta connaissance de toi, mais rien qui remplace l'expérience. Et en plus, bonne ou mauvaise nouvelle, ça change, ça évolue. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui étaient très légers qui deviennent plus forts. Il y a des trucs que tu avais besoin, tu n'en as plus besoin. Donc, ok, on a des cycles de vie aussi. Mais nous, généralement, ça ne nous emmerde pas parce qu'on aime bien l'aventure et la découverte. C'est plutôt excitant. Et alors, il y a aussi, voilà, je l'avais dit, apprivoiser tes besoins, apprivoiser ton fonctionnement, apprivoiser tes rythmes, découvrir ce qui te convient, que plus de ça, c'est trop, que ça, c'est bien, mais à petite dose, qu'après un tel événement, tu as besoin de te reposer. C'est toutes tes alternances, c'est ce que j'appelle l'écologie personnelle, dont je parle beaucoup dans mon programme Time Surfing, sur la gestion du temps, ou bien dans mon module sur les 4 niveaux d'énergie, que je te recommande aussi, parce qu'il éclaire, là, c'est pour écureuil et poisson rouge, ça éclaire vraiment beaucoup la complexité, mais la richesse et la finesse aussi de nos besoins, de notre fonctionnement. Mais tu vas aussi apprivoiser, découvrir tes spécificités, tes besoins, mais aussi tes talents et tes dons, en fait. Et là où finalement, ce que tu considérais pendant tout un temps comme une tare, moi, j'en ai fait mon job, quoi. Le fait de voir des choses que personne ne voit, de sentir, de capter, d'être un peu extraterrestre. J'aime à dire que je suis normale, mais pas que, tu vois, ou alors je suis normale, mais différemment. Donc, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste différent.
et je peux du coup proposer autre chose. Et c'est parfait parce que du coup, il y a une diversité de propositions et je vais être la formatrice idéale pour un certain type, plus souvent des poissons d'ailleurs, et je suis une grande cinglée complètement à la masse pour des écureuils bien, bien normopensants. Et c'est parfait en fait, voilà, parce que j'ai arrêté de considérer que c'était un problème. Je suis trop occupée à kiffer ma vie pour m'occuper trop souvent, en tout cas, de ce qu'on dit de moi, de ce qu'on pense de moi. Ce n'est pas tout à fait réglé, hein, soyons honnêtes, mais disons que ça prend beaucoup moins de place. Alors, on arrive dans les derniers ingrédients, la dernière clé, l'ingrédient numéro 5. C'est, tu sais, en lien avec les besoins, la sensibilité, le haut de fonctionnement, etc., c'est la notion de préserver. Mais tu sais, préserver, c'est prendre soin d'eux aussi. Tout comme tu ne fous pas une plante délicate en plein soleil ou tu ne t'assieds pas dans un courant d'air si tu n'as pas de pull. Okay, c'est vraiment cette notion de préserver par rapport à tes besoins, ta sensibilité, ta sensibilité aussi. Et donc, là, en fait, pour moi, il y a 3 techniques. Et la première est extrêmement jugée parce que ça s'appelle fuir, ne pas affronter, etc. Ça s'appelle éviter, en fait. Or, je trouve qu'on n'a quand même rien inventé de mieux pour régler un problème que de ne pas se présenter, de ne pas se confronter au problème, en fait. Tu vois, du genre, si tu n'aimes pas les courants d'air, ben, je sais pas, tu vas pas dans une gare parisienne en plein hiver, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est une espèce de bon sens. Et il y a une petite voix en nous qui dit ah, mais ça c'est éviter, et ça c'est t'es lâche, ou on s'en fout, en fait, ça c'est des jugements. À un moment donné, si tu sais que c'est pas ton truc les grosses foules, va pas dans les grosses foules. Si tu sais qu'il y a certains endroits, certains centres commerciaux ou zones de ville, etc., tu dis waouh, moi je vais là-bas, la vibration est tellement basse que je vais me faire choper, tu fais tes achats ailleurs. C'est du bon sens, quoi. Je veux dire, c'est comme si tu disais, je sais pas, moi j'aime bien le resto machin ou la mer du Nord plutôt que la Méditerranée, ben, tu fais des choix différemment. Tu ne vas pas te mettre dans des situations dont tu sais qu'elles ne sont pas ta préférence, mais a fortiori si tu sais qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Éviter, donc ça c'est le premier champ. Deuxième champ, c'est protéger. Alors protéger, moi ma notion de la protection a plus à voir avec le système immunitaire qu'avec un camp avec des miradors. Okay, il ne s'agit pas de se barricader en se défendant d'un monde hostile et menaçant, etc., mais plutôt de dire, tu sais quoi, je vais nourrir mon système immunitaire, énergétique, mon intégrité vibratoire, c'est ça que j'appelle l'intégrité vibratoire, et pour pouvoir effectivement pouvoir traverser toute une série de situations en étant moins balayé, moins perméable aussi aux interférences, le fameux côté éponge dont je parlais tout à l'heure. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre mon chargeur, je vais brancher mon chargeur, sinon je vais tomber en rade. Je suis partie par là en oubliant que j'avais un micro cravate. Alors, voilà, on arrive aux 2 dernières clés, ingrédients de mon petit voyage ici. Oui, nourrir. Donc, préserver, c'est éviter de se faire encrasser, refroidir, balayer, sulfuriser par plein de choses. Et nourrir, ça veut dire que tu as besoin aussi de booster ton énergie vitale. Et je l'ai dit, tes carburants ne sont pas nécessairement des carburants typiques. Et donc, par exemple, si tu n'as pas une dose de beauté, de plaisir, d'harmonie, de découverte, si tu t'ennuies dans ton cerveau, si tu te asséché dans ton cœur, etc. Alors, c'est déjà des recommandations pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai pour nos modes d'emploi parce que c'est comme une plante sans eau ou sans air. Je veux dire, nous, on dépérit très vite, en fait. Or, généralement, quand on a une énergie qui baisse, on a le réflexe, encore plus que les autres, de partir du principe qu'on a fait quelque chose de travers, que c'est nous qui avons un problème, qu'on n'est pas assez courageuse, qu'on ne mange pas bien, qu'on n'est pas, pas assez de sport, ou qu'on n'a pas confiance en nous, ou qu'on est déprimé, etc. Alors que non, très souvent, c'est parce qu'on n'a pas eu notre dose de carburants vitaux dans les dernières 24-48 heures ou dans les dernières semaines. Donc ça aussi, c'est une toute autre vision des choses. Et c'est aussi la question de recharger tes batteries. Et par exemple, moi, j'ai un ingrédient que j'ai vraiment identifié avec le temps, dont j'ai vraiment besoin, alors à la fois par petite dose chaque jour, et puis j'en ai besoin d'une certaine dose chaque semaine, enfin bref, ça fait vraiment partie de mon mode d'emploi et de mon écologie personnelle, c'est ce que j'appelle le silence énergétique. Donc ça veut dire que c'est une forme de calme, mais c'est du calme aussi où il n'y a personne en fait. Il n'y a pas d'être humain, même ce que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, comme je ne peux pas ne pas être en interaction avec tous les ingrédients de mon environnement, et particulièrement les êtres humains qui dégagent beaucoup d'énergie, etc., il y a un moment donné où c'est comme si les présences, ça fait du bruit aussi. Okay, c'est une des raisons pour lesquelles je ne sais pas me mettre dans des grosses foules, c'est qu'en fait, il y a trop d'infos. Ça
il y a trop d'infos dans tous mes canaux, et je sature très vite, ça me fatigue très vite. Et comme je le sais, je fais mes choix de vie aussi en fonction de ça. Mais donc, je sais que j'ai besoin c'est pas pour rien que je vais à la mer aussi, pour avoir de l'espace, pour avoir de l'horizon. Moi, j'ai besoin de ciel. C'est une forme de calme visuel aussi. Donc, voilà, tous ces ingrédients-là, avec le temps, je les ai identifiés. Et là aussi, moi, finalement, ce que je fais dans mes ateliers, c'est je pars du principe que si tu me suis et que tu aimes ce que je fais, c'est qu'il y a un petit peu de points communs entre nous, voire beaucoup, et que du coup, je vais donner tout ce que moi j'ai collecté comme expérience du haut de mon demi-siècle pour te dire, tiens, tu sais quoi, regarde un peu là-dedans s'il y a des trucs qui vont t'intéresser, pas parce que tu dois tout prendre, parce que tu dois faire comme moi, parce que si je peux te faire économiser quelques tours de piste, quelques essais-erreurs, etc., j'en serais très heureuse. Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait ça pour moi aussi sur ma route, qui le font encore. Et du coup, on arrive à l'étape numéro 7, le climax du truc. Et le but de tout ça, finalement, c'est rayonner. De nouveau, c'est le but de tout le monde. Mais on va dire que toi et moi, on a ce qu'on appelait une petite mission d'âme, en fait, tu vois. Donc, tu sais, il y a un moment donné, il y avait le conseil galactique machin, et on a dit, dites, les gars, c'est un petit peu le bordel sur Terre, donc on va envoyer quelques équipes. Toi et moi, on était au fond de la classe, à mon avis, et on a levé les mains. On dit, oui, moi, je vais y aller. Moi, j'aime les humains. J'aime la Terre. En plus, c'est passionnant. Il y a, je sais pas, du chocolat, des animaux magnifiques, de l'eau, la mer, du sexe, le cinéma. C'est trop bien, quoi. C'est vraiment une place passionnante, un lieu passionnant. Et on a fait un super stage. On nous a tout appris. On a eu un module sur l'argent, sur la circulation routière, sur les émotions, etc. Parce qu'il n'y a que sur Terre qu'il y a autant d'émotions, il y a autant de diversité de champs d'expérience. Et c'est ça qui en fait son attrait. On se bouscule pour venir s'incarner ici. Et donc, on était super prêts et super enthousiastes puisqu'on vient avec une espèce de shoot d'amour et de lumière pour venir vraiment contribuer, servir, aider, accompagner, etc. Pas sauver, hein, servir. Et puis, on s'incarne. Et truc, en fait, totalement assez mal foutu, c'est que d'abord, on oublie les 3 heures du truc et en plus, on débarque ici. On dit, putain, on m'avait prévenu, hein. Mais c'est pire que je ne pensais. C'est quoi ce lieu, en fait? C'est quoi ces gens qui s'entretuent et ces endroits qui puent et ce bruit et ces gens qui sont non conscients, etc. Et donc, on peut avoir littéralement un choc culturel en arrivant, mais un trauma, ce que j'appelle un trauma d'incarnation, et de se dire, mais ok, je suis un peu bizarre, je vais essayer de quand même faire ma mission, mais on essaye, enfin, il y a une partie de nous qui a vraiment du mal à être ici, quoi. C'est comme si on te transplantait, je sais pas, au fin fond de l'Asie et que tu t'acclimates pas du tout parce que tu n'as pas le mode d'emploi, parce que tu sais pas trop comment faire, ou tu te sens tout seul, ou que tu n'as pas de compatriotes. Et donc, on a effectivement tout ce chemin de découvrir notre essence, notre mission, notre rayonnement. Et en fait, on est là pour apporter cette lumière. Et apporter cette lumière, ça ne veut pas dire, mes bien chers frères, missionnaires, je vais vous donner la vérité, la parole divine, ça, c'est pas ça du tout, hein. En fait, on est ça. Okay. Et donc, finalement, ta mission d'âme, c'est d'être toi, c'est d'arrêter de te cacher, de te planquer, de t'excuser, d'être à moitié, un quart ou un dixième de toi, et d'aller à la découverte de qui tu es vraiment, de ton chemin, et de kiffer ta vie, en fait. Parce que quand tu fais ça, tu rayonnes encore plus. Bon, déjà, comme ça, tu rayonnes. Hein. Je t'en ai probablement pas consciente, mais tu le fais même par inadvertance dans les rayons du Deleuze, dans le métro, etc., parce que tu sais mettre poussière d'étoiles derrière toi. Mais l'idée, c'est quand on peut embrasser cette mission qui n'est pas une espèce de charge pour sauver le monde, etc., mais qui est un plaisir d'être là, de rayonner, d'essaimer, d'éveiller. Et pour certains d'entre vous, ça deviendra un job. Moi, c'est le cas. Moi, j'en ai fait mon métier. Enfin, j'en suis devenue consciente et je fais exprès maintenant. Mais tu peux aussi juste être pleinement toi, parce que tu sais quoi, ça inspire les gens à être pleinement eux-mêmes aussi, en fait, finalement. Il ne s'agit pas tant, si le côté mission d'âme et nouvelle conscience, nouvelle terre t'impressionne ou t'intimide un peu, prends l'autre version qui est, tu arrives dans un lieu qui est un peu sombre, arrive quelqu'un de lumineux, mais ça fait du bien à tout le monde, en fait. Ça fait du bien à toi d'être lumineux, ça fait du bien aux gens autour de toi, mais c'est rayonner, tu vois, c'est pas aller sauver, c'est plutôt comme un phare. Tu vois, le phare, il ne se précipite pas sur les bateaux en disant « Ah, attention, falaise !» Non, il est là, il est content d'être là, et voilà, si tu as envie de prendre de ma lumière, vas-y, sers-toi, j'en ai plein, j'ai une source infinie. Et ça peut effectivement aussi guider, mais par l'exemple. Alors de nouveau, ça, ce sont des termes qui sont très galvaudés, mais c'est pas genre, regardez-moi, je suis parfaite, regardez, j'ai déjà tout réglé, suivez-moi, petit mortel, et apprenez des meilleurs. C'est pas ça du tout. C'est ouvrir la voie comme, tu sais, un guide de montagne, quoi, tu vois. Genre, tu as ouvert en escalade, donc ça, ouvrir une voie, ça veut dire aller mettre des petits crochets, comme ça les suivants, ils peuvent mettre leur mousqueton, et tu ne dois pas faire 10 fois le boulot, chacun ne doit pas refaire le truc. Et c'est aussi incarner le fait qu'autre chose est possible.
J'ai eu une discussion comme ça avec ma deuxième fille qui a 15 ans et qui me disait, très lucidement, très philosophiquement, c'est que ça ne vaut pas la peine quand tu es à l'école, puis tu fais des études, puis tu bosses, tout ça pour ça, c'est quoi cette vie de merde? Et puis je lui disais, mais tu sais, regarde, mon compagnon et moi, on est dans ce monde-là, hein, donc on n'est pas, on n'est pas sur une cabane, sur une île, etc. Donc on a officiellement un travail, une maison, des revenus, etc. Mais regarde, on kiffe notre vie en fait. Donc regarde, il y a moyen en fait de faire autrement, de faire des choses chouettes, de ne pas subir son existence, de ne pas se tuer au travail, de ne pas être épuisé et de s'engueuler tout le temps. Il y a moyen en fait. Et rien que le fait de vous-même aller explorer ces chemins-là, vous ouvrez la voie, vous incarnez d'autres possibles, okay, d'autres possibles. Et, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais les possibles qui sont pétris de légèreté, de paix, d'amour, de bienveillance, de respect, etc., c'est quand même plus sympa. Et on va dire qu'il est plus clair que jamais que le monde a foutrement besoin de plus de ça. Okay, et donc voilà, en le semant dans ton existence, tu en bénéficies, tu rayonnes autour de toi, et tu rayonnes, on est comme tous des petits points d'acupuncture là, sur Gaillard, et on peut vraiment faire changer les choses. Voilà, moi c'est, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui m'épanouit, c'est ce qui me passionne aussi. Et donc voilà, j'espère que tu auras retiré de ce petit partage des clés, peut-être des questions, des pistes, une autre vision des choses. Et je serais ravie d'échanger avec toi sur le sujet. Donc n'hésite pas, tu peux laisser des commentaires, m'envoyer un mail, il y a une page Facebook, il y a mon compte Instagram, Anne-Françoise Gailly. Voilà, tous les moyens, pigeon voyageur, rêve nocturne, chant éthérique, tout, tout ce que tu veux, tu choisis ton média. Mais voilà, je me réjouis de te retrouver à l'une ou l'autre occasion pour pouvoir échanger, explorer aussi ce sujet passionnant, moi, ça, qui a changé ma vie et qui pourrait, pourquoi pas, changer la tienne. À bientôt!